Bonjour Monsieur Bloch. Je rappelle que vous êtes le maire de Quiberville. Quiberville, c'est en Seine-Maritime. C'est une commune littorale qui est en débouché d'une vallée, la vallée de la Sanne. Alors vous êtes un peu en train de devenir une star des médias, Monsieur Bloch. Il y avait un reportage sur Quiberville hier au journal de 13h de France Inter, un grand article hier dans le Figaro aussi. Cette commune de 500 habitants donc a acquis une notoriété qui dépasse largement les frontières de la Normandie et même les frontières nationales grâce à un projet totalement innovant de recomposition territoriale conduit conjointement avec la vallée de l'Auteur dans le Devon en Grande-Bretagne dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle PACO. Alors, Monsieur Bloch, comment et quand est-ce que ce sujet de l'adaptation au changement côtier s'est imposé à vous? À quel moment est-ce que vous vous êtes dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose? Oui, il faut peut-être rappeler le contexte. Bonjour à nouveau à tous et vous dire que Quiberville est donc située en Seine-Maritime et c'est une petite commune de 550 habitants l'hiver avec 2500 habitants l'été. Donc, je voulais préciser qu'en 1999, nous avons eu des inondations terrestres assez terribles puisque le camping municipal qui est situé en bordure de mer avait fait l'objet d'inondations terribles puisqu'il y avait 1,80 m d'eau dans le camping et donc les caravanes, l'ensemble des caravanes et mobil-homes flottaient. Et donc, on a pris conscience qu'il y avait un souci, mais nous venions de faire des gros travaux d'amélioration pour passer en 3 étoiles. Et donc, c'était des travaux qui avaient été réalisés 4 ans avant. Et donc, j'ai pu obtenir de l'État, en fin de compte, une sorte de prolongation, toujours en ayant cette épée de Damoclès qui nous disait un jour ou l'autre, il faudra partir. Et donc, on a fait de nombreuses études avec le ministère de l'Écologie, avec les bassins versants. Et puis, en 2012, moi, quand j'étais jeune maire, j'étais plutôt de ceux qui voulaient consolider le trait de côte et se dire, de toute façon, on ne reculera pas. Mais plus les années avancent, plus je m'aperçois qu'il y a 2 éléments nouveaux, mais qui existaient déjà. C'est le recul du trait de côte et la surcote, puisqu'on a une élévation des niveaux des océans que les spécialistes du GIEC nous ont précisé et tout le monde, tous les techniciens et les personnes qualifiées nous précisent ça. Et donc, en 2012, on a repris ce travail avec le conservateur du littoral, avec l'agence de l'eau. Et là, on a commencé à se dire comment peut-on procéder au recul du camping existant. Il faut rappeler que pour la commune, ce camping, c'est environ 4 emplois directs, 4 emplois indirects. Il est en régie municipale et donc c'était pour nous je dis souvent notre petite taxe professionnelle, mais c'est un atout touristique qui donnait à la commune un élan financier non négligeable. Et donc il était donc en régie directe et en 3 étoiles. Ce qu'il faut se dire, c'est que nous avons subi en 2018 à nouveau, Eleanor a chahuté un petit peu le trait de côte et le camping. Et là, nous avions déjà travaillé avec les différents partenaires que j'ai cités tout à l'heure, l'agence de l'eau et le conservatoire littoral. Et puis, nous avions travaillé avec les services de l'État pour refaire notre PLU pour pouvoir trouver des terrains constructibles à proximité, ce qui n'a pas été de mince affaire parce que les propriétaires terriens nous attendaient et il a fallu donc procéder à des acquisitions avec l'aide de l'EPFN, donc l'établissement public foncier normand, qui nous a bien aidés puisque nous avons fait 2 acquisitions d'environ 4 hectares au total, puisqu'il y avait 2,5 hectares et 1,50 hectare à un autre endroit, à 2 propriétaires privés, mais qui nous attendaient. Donc, on a payé un prix assez élevé, mais avec un portage EPFN de 5 ans. Et donc, parallèlement, on a donc fait des acquisitions de terrain. On a travaillé sur le PLU, et là, l'État a été assez exemplaire, puisqu'on a mis 4 ans pour faire un PLU,
alors que plutôt dans notre région, c'est plutôt 8 à 10 ans pour mettre en place un PLU. Donc là, il y a eu une souplesse de la part des services de l'État et tout le monde s'est mis autour de la table pour refaire. Pendant ce temps-là, on faisait des acquisitions de terrain. Et puis, il s'est avéré que quand on a regardé le montage du projet financier franco-français, si je peux me permettre, mais on arrivait difficilement à 50-55% de subventions entre, nous avions la région, le département, et puis un peu les services de l'État, mais très peu. Et donc, Monsieur Bloch, on a eu... si vous m'entendez, Monsieur Bloch, là vous parlez, avec ces pourcentages-là, vous parlez uniquement des coûts de relocalisation du camping ou de l'ensemble du projet territorial? Parce qu'il faut peut-être resituer la relocalisation. Oui, il faut être conscient. Il faut être conscient que, oui, vous avez raison de requalifier. Il faut être conscient que nous sommes dans le cadre d'un projet territorial qui a été mis en place avec le conservatoire littoral et l'ensemble des partenaires il y a maintenant 6-7 ans. Et donc, ce projet territorial, le déplacement du camping est la première pierre à l'édifice. Je m'explique. Déplacement du camping nécessaire pour pouvoir renaturer le camping existant et reconnecter la terre à la mer. C'est vraiment le sujet du projet territorial. Mais on a la photo sous les yeux, donc on voit la buse qui est l'écoulement de la Sanne, et donc qui va être remplacé par un pont, un pont cadre qui permettra, oui, nous avions un débit lors des inondations de 99 et après, nous avions un débit d'environ 8 mètres cubes seconde à la buse actuelle. Or, au moment des inondations, il nous aurait fallu 20 à 30 mètres cubes seconde de débit. Et donc, le sujet de dire qu'on va mettre un pont cadre à la place de la buse nécessitait qu'on déplace le camping, puisqu'il faut qu'on requalifie, il faut que le fleuve reprenne son cours d'origine et revienne sur les terrains du camping pour sortir sur le pont 4 qui va être réalisé. Et donc, aujourd'hui, nous sommes donc à la première étape. Nous construisons le camping à l'endroit où j'ai cité, où nous avons fait l'acquisition de terrain. 2, le PLU nous permet désormais de mettre en place cet outil touristique à cet endroit-là. Et puis la deuxième étape sera la renaturation du camping. C'est plutôt pour septembre 2023, hiver prochain, l'hiver venant 2023-24. Et là, nous avons l'obligation de démolir le camping actuel, c'est-à-dire les bâtiments, les réseaux. Et le PFN sera chargé, au titre des friches de la convention qu'il a avec la région, de renaturer ce terrain. Et après, il faudra que le fleuve reprenne sa place et qu'il puisse, on fera donc l'ouvrage à la sortie à la mer pour qu'on ait bien sûr un débit nécessaire et répondre en plus à la directive européenne qui oblige à la libre circulation des poissons migrateurs. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque avec une buse, on contrarie la migration des poissons. Et par ailleurs, le fleuve qui se jettera dans la mer par ce pont cadre jettera des eaux de meilleure qualité, puisque un des éléments éléments de PACO, du projet territorial, qui est celui qu'on a pu intégrer dans... Oui, parce que j'étais au financement, nous étions donc sur un financement franco-français qui ne tenait pas, et nous avons eu la chance d'obtenir des fonds européens relativement importants, et nous avons pu financer la relocalisation du camping et une construction de stations d'épuration dans une commune où il y avait que de l'assainissement non collectif. Et donc faire une station d'épuration en amont pour qualifier aussi nos eaux de baignade des communes de Quiberville et Sainte-Marguerite. Parce qu'en fin de compte, ce projet territorial, il touche 3 communes. Sainte-Marguerite, Longueuil en amont et Quiberville, le camping. Alors sur la photo qu'on a sous les yeux, on voit Quiberville ici, Sainte-Marguerite, on en voit un petit bout ici avec notamment les bungalows, et on ne voit pas Longueuil qui est en amont du fleuve, mais c'est bien sur l'ensemble de ce territoire que le projet PACO se déploie. Alors PACO, il faut peut-être présenter ce garçon-là. Comment il s'appelle? PACO, c'est promouvoir l'adaptation au changement côtier. Donc, PACO, on a pu le réaliser avec nos collègues britanniques, puisque dans la vallée de l'Otter, ils ont un phénomène à peu près identique. Ils ont un terrain de cricket. Ils avaient des phénomènes d'inondation terrestre, et ils avaient aussi un terrain de cricket qui était
régulièrement inondés, à la fois par les inondations terrestres et également si la mer débordait. C'est presque caricatural. Le camping en France, le terrain de cricket en Angleterre. Mais c'est pas un terrain de camping, mais c'est un terrain de cricket. Mais vous savez que les Anglais, les terrains de cricket, pour eux, il y avait une association qui tenait, et donc pour les faire déplacer, ça n'a pas été une masse à faire. Et donc nos amis anglais ont réussi à échanger avec l'association et les propriétaires, parce que là-bas c'est un peu plus compliqué, mais c'est fait. Et donc, j'allais dire grâce au Brexit, on peut le dire un peu, les Anglais ont été obligés de partager un peu les fonds européens qui étaient à destination des Britanniques. Et ils ont, à un moment donné, ils ont voulu jouer un peu seuls. Et 2 mois avant, ils nous ont contactés en disant nous avions fait des études ensemble. Est-ce que vous pourriez partager ce projet? Parce que sinon, ils allaient perdre l'intégralité des fonds européens. Et donc, on a pu capter globalement sur le camping. On est à 69% de, allez, on va dire, près de 8,7 millions, donc c'est-à-dire que c'est près de 6 millions. Et puis sur la station d'épuration, il y a environ 4-5 millions. Donc, quelque part, au global, on va avoir capté 14 millions des fonds européens, ce qui est très important parce que je vous rappelle que nous, pour le camping, on n'avait pas une capacité d'endettement élevée. La situation actuelle de la commune, c'était un camping qui était payé, les investissements étaient réglés, il n'y avait plus d'emprunt, ce qui fait que c'était du bénéfice, excusez-moi, net pour la commune. Aujourd'hui, la situation est complètement différente. On va avoir une obligation, puisqu'on va être à 85% de subventions, 69% européens et 8% du département, 8% de la région dans le cadre d'un contrat de territoire qu'on est en train de revoir parce qu'on était sur une base de 11% les deux et là on a renégocié et on va obtenir, j'espère, 16%, ce qui fait que ça montrait ce projet à un financement de 85%. Mais quand vous faites un projet de cet ordre-là, de l'ordre de 9 millions, et que vous laissez un delta d'1,4 million à une commune qui a un budget de 600 000 euros, vous comprendrez qu'il faut être très courageux. Et donc, il a fallu à la fois sensibiliser et expliquer et réexpliquer aux élus, mais aussi aux populations qui ont 2 craintes. C'est est-ce que les impôts vont augmenter? Première crainte, mais ça c'est légitime. Et après, vous avez aussi le problème des campeurs actuels qui nous disent mais pourquoi vous voulez qu'on parte d'ici? Pour quelles raisons? On aurait pu encore rester quelques années. Sauf que on avait cette épée de Damoclès et que, compte tenu du contexte et des événements, des changements climatiques, je pense que c'est peut-être un peu en avance. Néanmoins, quand on voit qu'on a mis 8 à 9 ans, voire presque 10 ans pour monter un projet comme cela, dans l'urgence, on ne sait pas faire. Et donc, alors, Monsieur Bloch, on avait 2 questions à vous poser. On avait une question sur comment on finance un projet pareil, parce que ce matin, on a bien évoqué des évolutions nécessaires ou souhaitables, mais on bute toujours sur la question de d'où vient l'argent pour financer ces évolutions. Ça, c'est la première question, mais vous l'avez abordée. La deuxième, c'est comment on met tout le monde d'accord. Et à ma connaissance, ça n'a pas été si facile sur votre territoire, puisqu'il y a eu un premier projet qui consistait tout simplement à effacer la digue, mais là, on va dire par euphémisme que ça n'a pas fait l'unanimité, ou alors l'unanimité est contre. Comment est-ce qu'on fait ensuite pour fabriquer du consensus, en sorte que maintenant, vous pouvez mettre en œuvre ce projet comme vous le faites? Alors, il faut souligner l'apport, l'aide importante du Conservatoire du littoral. Franchement, heureusement que j'ai eu à mes côtés les membres du Conservatoire du littoral, en particulier Régis Desmaris, qui est directeur adjoint et qui est chargé de ça, qui m'a beaucoup accompagné parce qu'il y a eu des moments où on s'est dit on avait envie d'abandonner, très sincèrement. Mais et puis on a senti que les services de l'État sur ce sujet-là avaient un intérêt et donc moi c'était ma crainte, comment allons-nous modifier le PLU, refaire un PLU? Parce que j'ai dit si on met 10 ans pour faire un PLU, compte tenu du contexte dans certaines communes environnantes, et là on a vu qu'il y avait une volonté de partenariat entre l'État, l'aide du Conservatoire du littoral, l'agence de l'eau qui est partie prenante, et donc et puis après il y avait quand même comment
sensibiliser les locaux. Quand je dis les locaux, c'est les habitants, les pêcheurs, les agriculteurs. Donc tout ça, ça a été un long travail. Et alors justement, comment on a fait pour sensibiliser les locaux? Comment est-ce que vous vous y êtes pris? On a fait des réunions régulières, mais quand on réunissait tout le monde, on était 40 ou 50 dans des comités techniques et tout cela. Et donc, il y avait des échanges assez parfois tendus, mais le contexte, les gens ont pris conscience. Autant il y a 20 ans, je vous aurais dit, la mayonnaise n'aurait pas pris, si je peux me permettre. Aujourd'hui, tout le monde prend conscience des changements climatiques. Et donc, on a bien vu chacun avancer à petits pas, mais on a réussi. Et donc, ça a été un travail difficile, mais aujourd'hui, je pense que une grande majorité, alors bien sûr, il y a toujours les récalcitrants qui se disent c'est un peu un projet pharaonique, pourquoi on nous met un camping à 700 mètres alors qu'il était les pieds dans l'eau, tout ça, mais comme il était les pieds dans l'eau et quand il y avait des inondations, il était aussi les pieds dans l'eau. Donc tout ça, moi, je l'assume. Mais la vraie difficulté aussi pour moi, qui est maire depuis plusieurs mandats, c'est de resensibiliser les nouveaux arrivants, les nouveaux élus, si je peux me permettre. Parce qu'à chaque fois, il faut réexpliquer, redire comment on va procéder. Et ça, mais là, j'ai une équipe qui a été, on est 15 conseillers, mais on a eu 8 nouveaux qui sont arrivés. Donc, si vous voulez, il faut le dossier était bien prêt il y a 2 ans, il a fallu réexpliquer tout ça. Et puis après, dans une commune où vous avez un budget de 600 000, c'est le portage financier. Il faut trouver aussi les partenaires financiers que sont les banques. Parce que, pour un simple exemple, aujourd'hui, on a un prêt à court terme de 5 millions d'euros. Ça veut dire que pour une commune qui a 600 000 de budget, il faut que les banquiers soient derrière vous. Donc, comme le projet est assez intéresse à la fois l'ensemble des partenaires, mais aussi les partenaires financiers, les banquiers, qui disent que c'est un projet ce projet est résilient et donc certains veulent participer à cette belle aventure, quoi, si je peux me permettre, y compris les banquiers. Mais pendant ce temps-là, la mairie paye quand même des intérêts sur les 5 millions qui sont empruntés. Et la grosse difficulté aussi actuellement, c'est les fonds européens, bien sûr, ils sont élevés, mais on met entre 8 et 10 mois quand tout va bien pour obtenir un simple exemple, la situation du 31 mars, parce qu'on donne des situations tous les semestres, enfin des semestres qui sont répartis mars et septembre, et la situation du 31 mars que j'ai donnée, par exemple, nous n'avons pas encore les crédits européens, ce qui fait que ça nous pénalise et ça nous met un petit peu en difficulté financièrement. C'est tout cela qu'il faut porter au quotidien et après, il y a les entreprises qui, elles, comme vous savez, actuellement, dans certaines entreprises, ont quand même quelques difficultés, comme toutes les entreprises. Et donc, il faut aussi assurer les paiements. Ce qu'on fait actuellement, mais c'est vrai que ça pose aussi un vrai problème. Comment être aidé au moment du montage, parce que ça va mettre 2 ans avant d'obtenir toutes les subventions qui étaient allouées. Alors, peut-être une dernière question, Monsieur Bloch. Il y a la semaine prochaine un webinaire consacré au programme PACO dont vous avez parlé. Et l'intitulé, c'est comment faire d'une nécessité une opportunité. Est-ce que vous pensez j'imagine que vous le pensez, qu'à l'issue du projet, la vallée de la Sanne sera plus agréable à vivre, plus résiliente, plus apte à accueillir les habitants actuels et les futurs qu'elle ne l'est aujourd'hui? Je pense que oui, il faut vraiment. Moi, je suis objectivement, je pense que c'est un beau projet dans la mesure où on va ce camping il était à risque. 2, le camping d'il y a 30 ans et le camping d'aujourd'hui, la demande est complètement différente. Donc il faut avoir une offre qui est l'offre d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui, il y a des camping-caristes et des gens qui veulent louer des bungalows HLL, enfin des petits. Peu de gens tirent une caravane derrière leur voiture. C'était notre clientèle. Et notre clientèle dans le camping actuel, elle était plutôt vieillissante parce que certains étaient là depuis 50 ans. Hein. Il y a des gens qui ont 70 ans, ils disent moi j'ai passé ma jeunesse ici. Et donc c'est relativement sentimental, mais tout ça il faut le travailler aussi et échanger avec eux. Et on a fait
des réunions spécifiques avec les campeurs, je dirais, saisonniers, pour les sensibiliser à ce déplacement. Et leur crainte, c'est de dire, est-ce que ce nouveau camping ne va pas être trop coûteux, les emplacements vont être plus chers. C'est vrai, malheureusement, ils vont être un peu plus chers. Mais le sujet, c'est le camping disparaît. On renature la basse vallée de la Sanne. On apporte, on redonne à la biodiversité sa place. On renature et on va avoir une attractivité touristique non négligeable puisque on va avoir régulièrement la mer, je dirais, les 2 fois par mois, qui rentrera régulièrement dans le mini-estuaire, si je peux permettre, et qui va redonner la place à la flore, à la faune, à la biodiversité en règle générale. Et donc, on va avoir une nature qui va se retrouver sa place. On va permettre à la libre circulation des poissons migrateurs, je l'ai dit tout à l'heure, et tout ça va être un atout, à mon sens, touristique à un moment donné. De toute façon, on arrivait au bout d'un... Il y avait une échéance qui était vraiment... À un moment donné, on aurait eu une fermeture. Si par malheur il y avait eu... je vous rappelle que l'État nous disait, dès qu'il y aura une nouvelle inondation, il y aura une fermeture administrative. Donc, si vous voulez, ça c'est... Et je pense que la commune, les 3 communes vont retrouver une autre dynamique touristique grâce à ce projet territorial. Parce que proche de chez nous, il y a des communes comme Varengeville, enfin, on a des falaises assez magnifiques, mais bon, je ne sais pas si beaucoup sont venus en Seine-Maritime, et je vous engage à y venir si vous le souhaitez, vous serez bien les bienvenus. On a un paysage assez sympa à 2 heures de Paris, à 2 heures de Lille, à 2h30 de la Belgique, à 3h30 de la Hollande. On a un potentiel non négligeable. Donc, moi, je crois en ce projet, sinon je ne serais pas là. Et puis, j'y mets tout mon dynamisme. Enfin, on se rencontre souvent. C'est pas simple, mais je vois le bout du tunnel et je pense qu'on sera tous fiers de ce projet territorial. Alors, pour boucler là-dessus, le nouveau camping, le futur camping, ne sera pas derrière les pieds dans l'eau, il sera légèrement en hauteur, mais du coup, il aura un paysage autour qui sera une vue sur un panorama sur une vallée renaturée. On aura une vue sur la vallée et à des endroits, on aura même la vue sur la mer. On va procéder à des cheminements doux pour rejoindre la mer facilement. Et donc, je pense que ça ne sera pas un obstacle à un camping à 700 mètres de la plage. Ça ne devrait pas poser de problème, je l'espère. Nous avons misé là-dessus. Et ce camping va être classé, si tout va bien, 4 étoiles, donc avec des aménagements complètement différent de celui actuel. Et alors nous allons le passer en délégation de service public parce que chacun son métier. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était en régie directe et que la promotion, la communication, on était dans une commune de 550 habitants. J'ai pas de chargé de com. Je veux dire que c'est la secrétaire et puis le régisseur du camping qui font le travail. Donc chacun son métier, donc on va essayer de le confier à un professionnel. Il y a 3 professionnels sur les rangs là actuellement. On est en discussion de futur DSP et donc c'est là que tout va se jouer parce qu'il faut qu'on trouve un partenaire délégataire qui veulent bien miser sur cette aventure à nos côtés et surtout apporter sa contribution financière qui est nécessaire à l'équilibre de ce projet. Alors vous n'avez pas vraiment besoin de charger de com, monsieur. Oui. On va engager un endettement sur 20 ans de l'ordre de 70 à 80 000 euros. Donc, c'était le bénéfice qu'on tirait de l'autre. Donc, on repart à zéro et on repart mais si notre délégataire c'est à peu près la discussion qu'on a tout de suite, on est dans une fourchette entre 60 et 90 000, ce sera jamais que le remboursement de l'emprunt pour la commune. Donc, ça pose aussi un autre problème d'équilibre. Parce que grâce au camping, nous n'avions pas des impôts trop élevés parce que c'était le camping qui alimentait le budget général. Désormais, on va changer un petit peu la donne. Mais il faut que les habitants le sachent aussi. Et je vais faire une réunion avec tout l'ensemble des habitants pour leur expliquer que depuis 30 ans, oui, merci le camping, parce que les investissements qu'on a pu faire au niveau communal, c'est grâce quand même aux revenus du camping qui est pour nous notre petite taxe professionnelle, puisqu'on n'a pas d'industrie, on n'a rien. C'est notre industrie touristique. Monsieur Bloch, il y a un de vos confrères élus d'une commune un petit peu plus grande que Quiberville, mais pas beaucoup, Villeneuve-les-Maguelones,
qui souhaite vous poser une question. Est-ce que la taxe GEMAPI a pu être mobilisée pour pouvoir financer votre projet? Alors, ce que j'ai peut-être pas bien précisé, c'est que la première étape, c'est le déplacement du camping. La deuxième étape, c'est la station d'épuration avec des crédits PACO. La troisième étape consiste à reconnecter la terre à la mer. Et là, ce sont les bassins versants et non plus notre commune prend en charge que le camping. La deuxième, la station d'épuration est prise en charge par la communauté de communes, puisqu'on dépend d'une communauté de communes de 79 communes et on a l'équivalent de 40 000 habitants, 39 000 à 39 à 40 000 habitants. Et la seule commune littorale, c'est assez particulier, de notre territoire communautaire, c'est Quiberville. Il n'y a qu'une commune qui a une façade maritime. Et donc, les bassins versants auxquels on adhère vont travailler sur la reconnexion terre-mer. Et là, nous avons instauré au sein des syndicats des bassins versants la taxe GEMAPI qui devrait, si tout va bien, permettre de financer les 10-15% restant à charge du syndicat de bassin versant, puisque l'agence de l'eau mise fort sur ce sujet, sur ce projet, et donc devrait apporter, avec l'ensemble des partenaires, 85 à 90% de subventions pour la reconnexion terre-mer. Est-ce que j'ai répondu à la question ou est-ce que je... Parfaitement. Vous avez parfaitement répondu. Oui. Est-ce que le Conservatoire du littoral a des terrains sur la zone qui va être restaurée au niveau écologique? Vous avez raison de le préciser. Le camping actuel, il appartient à la commune, les terrains. Donc, à terme, quand l'EPFN a renaturé le terrain, il y aura un montage pour le rétrocéder, pour que ça soit la propriété du Conservatoire littoral, puisqu'il y a une zone de préemption du Conservatoire littoral, et le Conservatoire littoral a déjà, dans cette vallée, fait l'acquisition il y a quelques années d'environ 8 ou 10 hectares, est en train de travailler avec la SAFER, puisqu'il y a une convention SAFER, sur 12 autres hectares, ça fait donc 20 hectares, et puis il y a les 8 hectares de la commune, du camping actuel, 6 à 8 hectares, qui seront à terme rétrocédés au Conservatoire littoral. Donc le Conservatoire littoral agira sur 30 à 40 hectares où, à cet endroit, la mer viendra régulièrement. C'est pour ça que vous avez raison de le préciser. Et donc, pour le confier après dans notre département, au titre des espaces naturels sensibles, au département en gestion, une fois que la boucle sera bouclée, si je peux me permettre. Mais ça, ce sera pour 26-27. Bon, il va peut-être falloir qu'on refasse un mandat, parce que on n'aura peut-être pas fini. Et je suis quand même au 7e, donc c'est peut-être pas raisonnable. Mais bon. Est-ce que c'est une annonce politique que vous venez de nous faire? Vous êtes en train d'annoncer votre candidature pour le prochain mandat? Non, je ris. Je pense que la sagesse voudrait que je sache m'en aller, mais il faut que tout ce dossier-là soit terminé, parce que l'objectif, je ne peux pas non plus laisser à celui qui me succédera une grosse dette et puis les soucis. Donc il faut franchement que tout ça soit bouclé avant la fin du mandat, mais ça va peut-être être juste en temps, parce que vous savez, je vous rappelle quand même qu'entre deux, je ne vais pas vous dire les obstacles, mais il y a aussi les diagnostics archéologiques, vous connaissez tout ça aussi bien que moi, le PPRI, la loi littorale, et tout ça, il faut qu'on ait un sous-préfet, tout le monde à la page, pour que tout le monde soit bien enclin à faire avancer les dossiers. Donc, je vous ai pas parlé de tous ces soucis-là, mais comme vous êtes tous élus, pour la plupart, vous savez qu'on en a tous les jours. Et j'en avais encore un ce matin sur un autre sujet, mais lié toujours à ce projet-là, et donc il y en aura encore à venir. Mais on passe les obstacles un par un. Pour l'instant, il y a des obstacles assez hauts, puis il y en a d'autres. À un moment donné, il y aura une rivière à franchir, mais on la franchira. Voilà. Merci beaucoup, Jean-François Bloch. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres souhaits d'intervention. En tout cas, un très grand merci, Monsieur Bloch, pour ce témoignage. Et pour bonne fin de réunion, et puis à bientôt, Monsieur Fresco, puisque nous on se voit régulièrement. Mais à tous les maires, je leur souhaite bon courage, et puis s'ils ont besoin, ils n'hésitent pas à vous leur donner mes coordonnées, et puis on peut rediscuter.
Il n'y a pas de problème, on va afficher votre adresse mail à l'écran. Merci beaucoup, bon après-midi. À bientôt et bonne fin de réunion.